Bonjour à toutes et tous. Il y a 5 ans, nous étions en pleine opération de l'OTAN en Libye, sur la suggestion, comme vous le savez, de Bernard-Henri Lévy, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Non, je plaisante. C'était Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères. Le résultat de cette intervention se mesure assez facilement sur le terrain, c'est-à-dire, pour aller vite, un grand chaos que la communauté internationale, comme on dit, a eu jusqu'ici beaucoup de mal à essayer de surmonter. Elle a reconnu le Parlement dit de Tobrouk en août 2014. Et elle a veillé sur les accords de Skirat le 17 décembre dernier, accord qui a pour objectif la mise en place d'un seul gouvernement représentatif, mais surtout susceptible d'appeler la communauté internationale à mener éventuellement des opérations militaires dans le cadre de ce qu'on appelle toujours là-bas la guerre contre le terrorisme. Comme vous le savez, Daesh est implanté dans la région de Sirte. Et les dernières informations de sources américaines évoquent un nombre de 5000 djihadistes. Parfois, ça monte à 7000. Voilà. Mais bon, c'était les chiffres d'hier ou d'avant-hier, je crois. Mais c'est de toute façon plus qu'il y a un an. Un an, on parlait de 2000 à 3000 djihadistes. Le fameux gouvernement d'union nationale de Fayez Sarraj est plus reconnu à l'extérieur, on peut dire, qu'à l'intérieur. Il y a encore beaucoup de problèmes pour le rendre représentatif. Et beaucoup d'observateurs, dont notre invité, pensent que cette manière de voir les choses risque de relancer la guerre civile. Avec, on le sait, bien que ça ait été démenti par notre ministre de la Défense, Le Drian, des rumeurs insistantes sur la présence de commandos français en nombre non négligeable, prêts donc à participer à des opérations militaires. Donc la question qu'on va essayer de discuter, c'est comment faire pour essayer de revenir à une certaine stabilité, sinon à une paix durable, qui est certainement un objectif à long terme. Patrick Amzadeh a beaucoup de qualités pour en discuter avec nous. D'abord, il est arabisant, ce qui est quand même bien utile par rapport à d'autres spécialistes qui ne sont pas arabisants. Deuxièmement, il a été là-bas diplomate français à Tripoli, du temps du régime de Kadhafi, enfin dans la période terminale, entre 2001 et 2004. Et il a écrit à ce propos un livre qui s'appelle « Au cœur de la Libye de Kadhafi », chez Jean-Claude Lattès. Voilà, donc merci beaucoup d'être parmi nous. Et on va essayer de faire un tour de cette situation bien compliquée, il faut le dire, mais dont vous parlez avec aisance et clarté. C'est en tout cas l'impression que donne votre dernier article dans le site Orient 21, où vous avez écrit il y a la semaine dernière, voilà, un papier, un peu de bilan d'étape. Voilà, donc c'est à vous, vous connaissez la règle du jeu, vous avez un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes éventuellement, et puis ensuite on débat avec nos amis. Très bien. Merci Dominique. Bien, bonjour. Alors oui, on a un petit peu résumé un certain nombre de choses sur cette Libye. Alors le terme chaos, tout d'abord, j'aime pas trop. C'est vrai que c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans les médias, mais j'avais fait un papier l'année dernière dans mon diplomatique qui s'appelait « En Libye, ce n'est pas le chaos, c'est la guerre civile ». Et je pense qu'effectivement, le chaos, quand effectivement on voit de loin, on a l'impression que, bon,
tout le monde se bat, on ne sait pas pourquoi, c'est très compliqué, les gens se déchirent, c'est des tribus, et en fait, ce qu'il faut bien comprendre en Libye, et c'est comme dans toute situation d'ailleurs de guerre civile, c'est que le local prédomine sur le national. Hein. Donc on nous met souvent en avant des idéologies. Alors les uns seraient nationalistes, les autres seraient islamistes, les uns sont kadhafistes, les autres seraient anti-kadhafistes ou contre-révolutionnaires ou révolutionnaires. Donc tout ça, il faut savoir que les identités sont changeantes, sont adoptées de façon très pragmatique par les acteurs locaux en fonction des intérêts qu'ils poursuivent et de leurs objectifs. Et en fonction aussi parfois même des heures de la journée, on va piocher telle ou telle identité en fonction de l'interlocuteur. Si c'est un occidental, bien sûr, on lui dit ce qu'il a envie d'entendre. On est contre le terrorisme et contre les islamistes. Hein, et puis tout ça peut effectivement changer. Pareil, les grilles qu'on peut avoir sur la modernité, bon, les uns seraient... effectivement, les islamistes seraient plutôt vers quelque chose de régressif et les nationalistes qu'on voit dans l'Est ou qui se présentent comme séculiers seraient plus proches de ce qu'on voit comme modèle de construction d'État-nation. Là aussi, c'est compliqué parce qu'on se rend compte que dans le camp des dits nationalistes, on a beaucoup de gens qui sont les tribus et qui sont sur un modèle pour le compte d'État où c'est effectivement la tribu qui est un acteur politique essentiel. De l'autre côté, c'est moins le cas. Hein. Dans les régions urbaines, on a effectivement un islam politique qui est assez présent et qui construit quelque chose d'assez proche, de plus proche, disons, d'une forme de modernité politique telle qu'on peut la concevoir ailleurs. La grille de lecture aussi entre, pareil, les salafistes, il y en a des deux côtés. Hein. Donc là aussi, du côté du général Haftar, qui se présente comme porte-parole de la lutte contre les islamistes, il y a des brigades, des bataillons, des katibas salafistes, et de l'autre côté aussi. Hein. Donc vous voyez que c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Ça peut paraître compliqué, et il faut vraiment descendre au niveau local, voire micro-local, pour comprendre les stratégies des acteurs locaux qui ne sont pas irrationnelles. C'est pour ça, en sens que je dis que ce n'est pas chaotique, parce que chacun, au vu de ses objectifs qu'on peut discuter, poursuit une politique rationnelle. Simplement, ça ne s'analyse pas avec des grilles classiques d'analyse politique, mais avec des grilles propres à une situation de guerre civile où effectivement, c'est l'action militaire ou les rapports de force qui priment sur d'autres choses. Ce qui n'exclut pas, et là aussi, c'est quand même quelque chose qui est plutôt un point, je dirais, d'optimiste, hein, parce qu'on peut paraître assez pessimiste quand on parle de guerre tout le temps. Contrairement à d'autres théâtres du Moyen-Orient, par exemple, en Libye, tout le monde se parle. Hein, comme je dirais, l'idéologie n'étant pas dominante et le pragmatisme l'emportant, on se parle, on est prêt à s'entendre sur des enjeux locaux parfois. Et donc, je dirais que ça, c'est un facteur, pour moi, qui va dans le bon sens, hein, qui fait qu'on a des pics de violence, mais on a à chaque fois souvent même ce qu'on peut appeler parfois la société civile, hein, qui font pression sur ces acteurs politico-militaires locaux pour faire des compromis. Hein, et ça s'est vu notamment à l'Ouest, beaucoup depuis 2 ans, où des régions et des villes qui étaient en guerre ouverte il y a encore 1 an et demi ont réussi à signer des accords locaux, à échanger des prisonniers, à débloquer des routes qui étaient bloquées. Et donc c'est important de le dire parce qu'il y a une tradition aussi de la négociation et du dialogue qui fait qu'on n'est pas dans une situation totalement bloquée où les gens se disent qu'ils n'ont plus envie de vivre ensemble. Et donc il y a matière à reconstruire quelque chose, une forme d'identité libyenne dans le long terme. Ça, c'était important en préambule. Maintenant, la situation qui prévaut aujourd'hui, et que la lecture que j'en ai, c'est qu'on a eu, effectivement, comme vous l'avez dit, ce gouvernement d'union nationale qui a été accouché au forceps par la communauté internationale. Hein, je rappelle que, pour faire simple, on a eu une réunion à Rome
entre Kerry et le ministre des Affaires étrangères italien, où ils ont sommé un certain nombre d'acteurs libyens du dialogue de signer un accord dans les 3 jours. Donc, vous signez. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui étaient pourtant dans le dialogue et dans la négociation, donc vous raccrocherez le train en marche. Et l'accord a été signé effectivement 3 jours après, même pas, le 17. Donc, si vous voulez, c'est un accord qui s'est fait. Il fallait un accord rapidement. Obama voulait un accord, la France voulait un accord. C'était le contexte, rappelez-vous, c'était après un mois après les attentats de novembre en France. En Europe, ça jouait beaucoup. Et on voulait un accord avec l'idée, bien sûr, puisqu'on avait tellement parlé de cette affaire de Daesh, d'une intervention légale, c'est-à-dire appelée par un gouvernement d'union nationale qui demanderait un soutien. Bon, alors, le problème, c'est qu'effectivement, on a une histoire longue. Cet accord de gouvernement d'union nationale, un des points essentiels, c'est que pour qu'il puisse entrer en vigueur, il faut qu'il soit ratifié par la seule instance, et là on revient encore, enfin on pourra en discuter dans la discussion, mais qui a été reconnu par la communauté internationale, entre guillemets, comme seul interlocuteur de cette communauté, le Parlement de Tobrouk. Le Parlement de Tobrouk, qui est sous la pression directe du général Haftar. Le général Haftar, qu'est-ce que c'est ? C'est un militaire qui est un ancien général de Kadhafi, qui a 3 ans de plus que lui. Donc vous voyez, c'est vraiment le retour d'une vision militaire du pouvoir telle qu'elle était dans les années 70, même s'il a été opposant à Kadhafi, et qui, à partir de Tobrouk, a remonté ce qu'il appelle l'armée nationale libyenne, qui s'appuie sur les tribus locales. Il a beaucoup instrumentalisé les rassabiyat, les esprits, disons les nationalismes tribaux de la région de Cyrénaïque, qui sont forts. Et avec l'appui très important de l'Égypte et des Émirats arabes unis, qui l'équipent en matériel en dépit des embargos qui existent officiellement sur la Libye. Donc ce général Haftar s'est fait fort de recontrôler le pays, et d'éliminer tout ce qui est islamiste, de près ou de loin. Et donc, islamiste en l'occurrence, c'est les gens qui sont en place à Tripoli. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette scission un petit peu entre l'Est et l'Ouest en août. Ça a commencé en mai 2014, mais ça s'est vraiment officialisé en août 2014 avec l'entrée en fonction de ce Parlement, reconnu immédiatement par la communauté internationale, comme je l'ai dit. Toujours pareil, c'est sous couvert d'élections. On est toujours dans cette logique que voilà, le sésame, ce sont les élections. Et donc, on a eu des élections qui sont faites sous la pression des armes, mais on a quand même reconnu ce verdict. Et du coup, on s'est coupé de l'ouest du pays pendant presque 2 ans. Et c'est l'ONU qui, pas à pas, a reconstruit un dialogue en intégrant le maximum de factions, et notamment les gens de l'Ouest. Alors, là, ce qui se passe maintenant, c'est que ce Parlement, devant ratifier officiellement la prise de fonction du gouvernement d'union nationale à Tripoli, eh bien, il semble, aussi selon mon analyse, parce qu'il y a un discours, toujours un discours, et la réalité des choses. Le discours, c'est qu'à l'Est, on dit qu'on est prêt, à s'associer au gouvernement d'union nationale, mais la réalité, c'est que dans les faits, pour l'instant, il n'y a pas de réunion du Parlement de Tobrouk. Je pense qu'il n'y en aura pas. Donc, il n'y aura pas de ratification du gouvernement d'union nationale. Et je pense aussi, effectivement, à suivre de près les développements sur le terrain, que le pari de la faction en place à Tobrouk, c'est l'option militaire. C'est-à-dire, c'est de continuer le travail à Sirte, notamment, puisque c'est ce que la communauté internationale demande depuis des mois, c'est d'aller attaquer Daesh à Sirte, et au-delà de Sirte, qu'Haftar le veuille ou non,
un certain nombre de gens ont dans l'idée de continuer jusqu'à Tripoli. Alors bien sûr, là, on rentre dans une... Pour ça, je parlais d'une deuxième guerre civile, parce que là, on rentre à nouveau dans un antagonisme avec l'Ouest, hein, puisque l'Ouest, finalement, a assez bien accueilli le gouvernement d'union nationale. Ils sont sous la protection des milices de Tripoli et d'une grande partie des milices de Misrata. Donc là, on retombe dans une grille de clivage Est-Ouest, hein, qui existait déjà finalement en 2011, hein, puisque, souvenez-vous, l'insurrection a commencé à l'Est, l'Ouest à l'époque soutenait Kadhafi. Bon, c'est une vieille... j'en ai parlé aussi dans mon livre, sans revenir jusqu'à l'époque ottomane, mais c'est vrai c'est une vieille histoire entre Cyrénaïque et Tripolitaine. C'est pas, je dirais que tout ça n'est pas essentialisé, hein, mais c'est instrumentalisé, ça a été instrumentalisé, en l'occurrence, par les deux camps. Cette méfiance qu'on a à l'égard de l'autre région, et je dirais que la coupure de facto qui s'est effectuée à partir de... Ça fait presque 2 ans, ça va faire 2 ans à l'été, a fait que la méfiance s'est agrandie, les malentendus sont agrandis, sur fond de propagande, de rumeurs, etc. Et de rumeurs aussi avérées, parce que bon, l'Est, en ce moment, là aussi, il y a beaucoup d'anciens du régime Kadhafi qui reviennent, hein, dans la zone tenue par le général Haftar, des gens comme Taïeb Safi, qui était un monsieur qui était vraiment le parfait profil du kadhafiste, hein, comité révolutionnaire. Il a fait partie des gens qui ont réprimé très sauvagement les manifestations d'étudiants dans les années 80 à Benghazi. Donc ce monsieur est revenu, il a été accueilli triomphalement par sa tribu et avec la protection, bien sûr, des autorités de Tobrouk. Hein. Alors, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'anciens militaires aussi qui réintègrent l'armée du général Haftar. Donc tout ça, ça nourrit, je dirais, la vision que les gens à l'Ouest ont de l'Est comme étant des contre-révolutionnaires. Hein. Alors tout ça, encore une fois, il faut être prudent, hein, entre les perceptions, les réalités. Je vous dis que ça nourrit leur... c'est pas forcément... une réalité, mais en tout cas, c'est la perception qu'en ont les acteurs. Ensuite, bien sûr, il faudra une réconciliation nationale. Ils seront obligés. Hein. Ils ne pourront pas faire sans ces gens de l'Ancien Régime qui sont partis. Tous n'ont pas du sang sur les mains. Il y a des grandes tribus comme la ville de Bani Walid qui est totalement écartée maintenant de la Libye nouvelle, qui devront jouer un rôle, mais ça va être difficile. Voilà, ça va être difficile parce que dans un premier temps, ces gens-là veulent prendre leur revanche. Et donc, on risque d'avoir un processus effectivement de réamorçage d'une deuxième guerre civile. Alors, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Alors, effectivement, quel est le poids de la... On me dit souvent, qu'est-ce que peut faire la communauté internationale? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est vrai que je réponds le moins possible. Je pense sincèrement, et pour avoir quand même, ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur ce pays, puis sur d'autres aussi dans mes carrières précédentes, et je pense vraiment que, surtout en Libye, actuellement, le risque, mais le problème c'est que le risque est déjà bien engagé, c'est d'arriver à une situation à la syrienne avec une internationalisation du conflit. Hein, avec effectivement une partie du monde qui soutient l'Ouest et une autre partie qui soutient l'Est. Alors je dirais que c'est déjà commencé, comme je l'ai dit, oui. Hein, la région cyrénaïque est, je dirais, sous la pression, sous une pression très forte, et avec des liens très étroits avec l'Égypte. Hein, j'étais d'ailleurs au Caire la semaine dernière, j'ai eu des entretiens avec... des Libyens qui sont, et ça m'a été confirmé. Enfin, voilà vraiment, il y a une... Et là, on rentre dans une vision du monde aussi, hein, la vision du monde qui est en ce moment en cours au Caire depuis 2013. C'est une vision d'un retour à un ordre autoritaire, et ça va assez bien avec effectivement celle du général Haftar. Alors, et donc Émirats, j'en ai parlé. La Russie aussi qui commence à se positionner. Hein, puisqu'il y a eu plusieurs déclarations où la Russie soutient le Parlement de Tobrouk en disant que de toute façon tout ce qui se fait à Tripoli pour l'instant n'a pas de sens puisque ça n'a pas été ratifié.
Donc sans intervention, sans ingérence directe, mais on sent un début de positionnement qui, même si effectivement ça ne se traduit pas dans les faits, mais ça donne en tout cas aux acteurs locaux l'assurance que finalement ils ont tout intérêt à continuer dans cette voie. Et puis à l'ouest, c'est plutôt, et c'est assez paradoxal, puisque finalement les ex-islamistes qu'on dénonçait il y a 2 ans sont maintenant les plus fervents partisans du gouvernement d'union nationale, parrainé par la communauté internationale à Tripoli. Voilà un petit peu les grandes lignes de fracture. Alors bien sûr, c'est pas homogène. À l'ouest, il y a des recompositions depuis l'arrivée fin avril de Serraj à Tripoli. Il y a des recompositions qui se font. Par exemple, les Berbères qui étaient proches de Fajol Libya, qui était l'ancien pouvoir de Tripoli, doivent se repositionner par rapport à ce nouveau gouvernement. C'est en train de se faire, mais voilà, ça va prendre du temps parce que tout ça se négocie. Et puis, il reste une poche à l'ouest qui est les Intan, qui sont une ville-tribu, je dirais, de 30 000 habitants, mais qui était un gros poids militaire pendant la guerre de 2011, qui ont tenu l'aéroport de Tripoli très longtemps, qui ont été défaits par les gens de l'alliance opposée. C'était Aube de Libye à l'été 2014, qui sont repartis dans leurs montagnes, mais qui, bien sûr, ne voient pas d'un bon œil la victoire, je dirais, ou en tout cas la montée en puissance des gens de Misrata et du gouvernement d'union nationale alliés aux gens de Tripoli. Et eux, du coup, se sont rapprochés d'Haftar. Donc c'est une petite poche pro-Tobrouk à l'intérieur de la montagne Nefoussa à l'ouest. Donc ils sont entourés d'Amazir, d'autres villes qui sont plus proches de Tripoli. Et là, on a aussi pour l'instant une situation qui est, disons, politiquement bloquée. Parce que ils veulent prendre leur revanche, donc notamment sur Misrata. Donc tout ça, c'est pour ça que je dis c'est extrêmement évolutif, ça va très vite, et c'est souvent des effets de réaction en chaîne par rapport aux décisions qui sont prises par ailleurs. Alors maintenant, juste un petit exemple, puisque c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu travaillé, pour vous dire que les gens sont parfois surprenants et pragmatiques. Il y a environ 1 an, Tajoura, c'est une banlieue de l'est de Tripoli, une très grande banlieue qui est dominée par des grandes milices proches des islamistes. Alors j'utilise ce terme générique, mais là aussi il y a tout un champ à l'intérieur, en tout cas proche de l'islam politique. Dans cette ville, il y avait 2 anciens kadhafistes qui ont été approchés par Haftar, enfin par les gens de Tobrouk, pour monter une cellule, une katiba, et puis combattre les milices islamistes sur place. Bon, ça s'est mal passé pour eux. Ça s'est mal passé pour eux. Ils ont été défaits. Et du coup, ils se sont réfugiés où ? Ils se sont réfugiés chez les Intan. Bon, en ce moment, il y a des négociations qui sont en cours pour que ces gens, qui sont des gens de Tajoura, des jeunes de Tajoura, puissent revenir. Et les milices locales sont prêtes à accepter, vous voyez, malgré ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que je dis, on n'est pas encore dans une situation où effectivement on va se combattre indéfiniment. Et les choses peuvent se négocier, les choses peuvent s'arranger. Simplement, ça prend du temps et il faut des garanties. Alors, il faut qu'ils reviennent, bien sûr, sans leurs armes. Il y a un certain nombre de garanties, mais ça risque de se faire. Il s'agit d'une centaine de personnes, c'est pas important, mais toutes ces petites choses-là, 100 personnes, c'est important, parce qu'après, ça veut dire c'est des familles derrière, donc c'est des problèmes non réglés, des rancœurs non réglées. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement long, et il faut être extrêmement patient. Et je conclurai peut-être pour finir, après je laisserai la place aux questions. Je dirais que, comme j'ai toujours le temps de l'histoire, en tout cas le temps de l'histoire en Libye, mais si on considère comment sont faits les États-nations en Europe, ça a été une histoire longue aussi, n'est pas ni le temps des journalistes, ni le temps des
des diplomates. Hein. Donc là aussi, il faut arrêter de dire ça fait 2 mois, ils sont pas encore, les choses traînent. Oui, on est là face à un État qui s'est écroulé. Hein. L'État libyen, ou l'embryon d'État libyen, s'est écroulé en 2011 avec la chute du régime Kadhafi, et la société et la nation libyenne a volé en éclats également. Hein. On a une fragmentation avec un repli sur les identités premières. Donc, cette identité libyenne dont je parlais, qui a été façonnée, bon an mal an, par les 42 ans de dictature, hein, puisqu'on s'est construit. Avant, il y a eu la monarchie, mais je dirais que on est devenu vraiment libyen sous Kadhafi. Et donc, quand on s'est battu en 2011, on ne s'est pas battu forcément pour ou contre Kadhafi. Oui, il y avait ça affiché, mais derrière, on se battait pour des enjeux locaux souvent. Hein, donc on s'est battu en fonction de solidarité locale, de gens qu'on connaissait. Et ça fait qu'après 2011, les gens se sont repliés sur leur communauté, qui était la seule finalement en mesure de les protéger en l'absence d'État. Et donc on a ce fractionnement, cette fragmentation, je dirais presque à l'infini du pays, qui fait qu'en fait, il faut reconstruire un État et reconstruire aussi une nation. Hein. Et ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, et donc c'est ce que j'appelle la reconstruction nationale. Alors, ça se fera ou ça se fera pas sous la forme qu'on a connue avant, c'est-à-dire la forme d'un État unitaire tel qu'on l'a connu depuis 51. On a d'abord eu une période fédérale, puis ensuite une période unitaire à partir de 63. Mais je pense que ce modèle de l'État-nation, surtout avec l'antagonisme croissant entre l'Est et l'Ouest, ne pourra plus fonctionner. Hein. Donc il faudra arriver à une répartition des rôles, des pondérations des revenus pétroliers, enfin toutes ces choses qui seront à négocier, mais qui demandent quand même la mise en place d'un centre. Hein. Pour avoir fédération ou confédération, il faut quand même un centre. Hein. Donc là, où sera le centre ? Qui dirigera le centre ? Et là, on en arrive à, là aussi, ce que je disais au début, quand je parlais c'est pas un chaos, finalement c'est une lutte pour le pouvoir. Hein. C'est ça qui est en train de se jouer en Libye. Hein. Qui contrôlera le pouvoir dans les prochaines années ? Et voilà. Alors petite parenthèse aussi, parce que ça m'est souvent demandé, sur les ressources pétrolières. Vous voyez bien l'importance des enjeux pétroliers. C'est que ce qui se passe à Sirte en ce moment, avec les deux camps qui maintenant rivalisent pour attaquer Sirte, après n'avoir rien fait pendant 2 ans maintenant, on voit bien que pour pouvoir se positionner auprès de la communauté internationale et puis au plan intérieur aussi, il faut attaquer Sirte. Hein. Il va falloir s'attaquer à cette histoire de Daesh. Mais bien sûr, à côté de ça, il y a le contrôle des infrastructures pétrolières, qui sont notamment dans la région de Sirte, enfin à l'est de Sirte, dans le golfe de Sirte. Et on voit bien que si elles sont peut-être plus proches de l'Est traditionnellement, mais elles sont aussi dans la sphère d'influence des gens de Misrata. Et donc derrière cette affaire de Sirte, il y a bien sûr le contrôle des ressources pétrolières. Et là, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé il y a 15 jours, c'est que le Parlement de Tobrouk a vendu une cargaison de pétrole qu'ils ont exporté à partir de Tobrouk, avec l'idée de faire revenir cet argent dans les poches de la branche de Benghazi, c'est-à-dire de l'Est de la Banque centrale. Alors là, la communauté internationale a réagi, et donc ce bateau, qui était un navire indien, est arrivé à Malte, a été saisi et renvoyé à l'ouest, à Zawiya, puisque officiellement, la NOC est toujours à Tripoli, la Compagnie nationale du pétrole. Et la Compagnie nationale du pétrole, malgré la division, a continué à répartir les ressources, notamment à verser les ressources à la Banque centrale, qui, elle, continue à payer les fonctionnaires de l'Est, etc. Donc ces deux institutions ont conservé leur indépendance. Et c'est pour ça que ça a été bloqué, parce que ce qui était en jeu, c'était la division de la NOC, hein, et de la Banque centrale. Et ça, pour le compte, je pense que c'est une ligne rouge,
Si on en arrivait à une division de ces institutions, ça voudrait dire que chacun des deux camps aurait sa capacité de financement autonome. Et là, on s'acheminerait effectivement vers quelque chose de beaucoup plus, définitif. Voilà. Merci beaucoup. C'est à vous. Si vous avez des questions, des opinions. Attendez une petite seconde qu'on récupère le micro. Voilà. Ici. Merci bien. Oui, c'est pour reprendre, prolonger ce que vous avez dit plus tôt à la fin de votre exposé. L'effondrement de ce système de 42 ans, d'une part, était-il inéluctable ? Et s'il était inéluctable, était-il nécessairement dans ces formes qui se sont produites ? Et dans ma question, je voudrais aussi savoir si l'intervention occidentale en 2011 a eu un effet profond sur ce processus, s'il était inéluctable. Et est-ce que c'est un effet délétère ou d'accélération simplement ? En d'autres termes, d'autres scénarios étaient-ils envisageables et possibles, compte tenu, encore une fois, de la réalité sociologique et des 42 ans de gel politique de cette société ? J'accroche une question à celle de monsieur. Vous avez parlé d'intervention occidentale. J'ai l'impression que l'interview de Barack Obama à The Atlantic a quand même souligné les nuances, pour le moins, qui existaient à l'intérieur des Occidentaux. Et je ne pense pas seulement à l'opinion d'Obama, qu'il explique d'ailleurs de manière assez crue, mais aussi au fait que les Européens, à l'exception de la Grande-Bretagne et de l'Italie pour d'autres raisons, on avait une grande réserve par rapport à tous ces faits, quoi. Donc je crois que c'est intéressant d'y revenir aussi. Oui. Alors, vous savez, c'est des questions que je me pose, que je me suis beaucoup posé en 2011, puisque à l'époque j'ai pris des positions sur cette intervention. Et c'est des questions bien sûr sur lesquelles je continue à travailler parce que justement j'essaie de faire une chronologie de ce qui s'est passé vraiment. Parce que finalement vous avez eu l'histoire officielle, la grande histoire des médias telle qu'elle nous a été racontée, qui était pétrie de désinformation. Il y a eu beaucoup de choses racontées. Donc je ne suis pas du tout dans l'idée qu'on tout ça, c'est des mensonges totalement construits dès le départ, mais je pense qu'on a été pris dans un enthousiasme, dans ce qu'on voulait voir, ce modèle de révolution qui plaît beaucoup en France. Je veux dire, de la liberté contre la dictature. Donc je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Et alors, est-ce que c'était inéluctable ? D'abord, moi je trouve souvent, j'entends dire, oui, mais alors, on est intervenu, mais c'est l'après qui a été mal géré. Alors ça, c'est un petit peu, quelque part, c'est un petit peu ce qu'a dit Barack Obama. Moi, je trouve que c'est un petit peu facile, parce que, si vous voulez, une fois qu'on était intervenu, qu'on avait, comme on l'avait dit, on était rentré dans la logique de guerre très tôt et décidé par la guerre de mettre fin à ce régime, faire plus après, ça voulait dire quoi ? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on me dise ce que ça voulait dire quand on me dit qu'il fallait faire plus. Il y avait 150 000 hommes en armes dans tous les coins de la Libye qui ne voulaient pas d'une présence étrangère sur leur sol. Donc, ça voulait dire faire du peace enforcement, et ça voulait dire faire la guerre au sol. Donc, envoyer au bas mot 150 ou 200 000 soldats dans des villes immenses comme Benghazi ou Tripoli, avec des gens armés partout, pour désarmer ces fameuses milices qu'on a surarmées, grâce à nos amis qataris également, qui étaient nos grands alliés dans cette affaire. Donc, si vous voulez, à l'époque, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ? Et il n'y avait pas de mandat des Nations Unies. Les Libyens n'en voulaient pas.
Et aucun pays n'était prêt, et les Américains en premier, hein, à envoyer des centaines, enfin des dizaines de milliers d'hommes dans un pays 2,5 fois grand comme la France. Donc là aussi, je pense que dire on n'a pas fait assez, c'est dit maintenant, on le reproche à Sarkozy, Sarkozy le reproche à ses successeurs en disant moi j'ai laissé une situation qui était... Donc tout le monde dit ça en disant on n'en a pas fait assez. Bon, je pense que la véritable question, c'est est-ce qu'en amont, hein, dans les premiers jours de l'insurrection, au lieu de dire, à l'époque où il n'y avait pas 5000 morts, comme on nous l'a dit, mais une centaine, hein, et là on voit bien qu'il y a eu un emballement. Tout le monde demandait, souvenez-vous, la classe politique ici, il y avait bien sûr BHL qui faisait qui pérorait partout, mais il y avait également l'intégralité des grands médias. Martine Aubry, la première à parler d'intervention, à l'époque était première secrétaire du PS. Donc je dirais que les écologistes, enfin tout le monde, était, il y a guère que effectivement le Parti communiste et le Front National qui étaient contre. Hein. Bon, donc là aussi il faut revenir un petit peu en arrière. Donc il y a eu un espèce d'emballement avec et puis donc ça fait que finalement dans cette première phase du moment révolutionnaire, hein, sur lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé, des 10 premiers jours avant le basculement dans la guerre civile, il y avait des gens dans les deux camps qui voulaient négocier. Une sortie négociée de Kadhafi. Bon, alors Kadhafi, il avait sa rhétorique, mais dire dès le départ qu'il est fou et qu'on ne pouvait pas discuter avec lui, c'était effectivement choisir dès le départ l'option de la guerre et le fait de dire on ne peut pas négocier, alors que bon, quand même 2 mois après, 2 mois avant, on lui avait vendu des Rafales et l'accord était quasiment était déjà paraphé même. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça mon idée, c'est qu'en fait, on est dans cette, je dirais, c'est toujours la dialectique diplomatie, action militaire. C'est cette idée qui est finalement assez néoconservatrice. Hein. On l'a vu aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, où on ne négocie pas et on intervient. Et puis advienne que pourra. Hein, parce que là, finalement, c'était ça. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de méconnaissances. Alors là, j'ai toujours du mal à savoir si c'est effectivement une naïveté, une méconnaissance de la société libyenne, de se dire que comment pouvait-on envisager que la guerre civile s'arrête avec la mort de Kadhafi. Hein, une fois qu'une guerre civile est déclenchée, les mécanismes en œuvre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, s'auto-entretiennent. La guerre devient sujet. Donc, quand on a vu Cameron et Sarkozy, là aussi pérorer à Benghazi en septembre 2011 en disant « maintenant c'est fini, vous réconciliez », bon, je ne sais pas s'ils y ont cru et s'ils ont pensé qu'ils pouvaient engager un cercle vertueux. Mais en tout cas, le fait est que ça ne s'est pas produit. Et moi, je l'ai toujours dit. Enfin, donc, j'ai toujours dit la guerre civile ne s'arrêterait pas. Bon, à l'époque, on me disait que j'étais pro-Kadhafi. Enfin, vous savez, c'était extrêmement clivant. Hein. Si vous étiez contre, vous étiez forcément pour le dictateur. Et c'est vrai que ça m'a posé... Enfin, voilà, si vous lisez mon livre, je ne suis pas du tout un admirateur du régime Kadhafi. Simplement, je disais qu'il y avait beaucoup de gens. Et on voit bien ce qui se passe en ce moment. C'est que tous les gens qui sont à Tobrouk, la majorité des gens qui sont à Tobrouk, c'est des gens qui étaient proches de Saïf dans les processus des 2 dernières années, un petit peu d'ouverture politique, et qui finalement, maintenant, se sont rachetés, je dirais, une virginité avec et c'est ça aussi qui bloque, hein, entre l'Est et l'Ouest. Il y a aussi ça. Si vous voulez, que les gens qui ont le pouvoir à l'Ouest, c'est les gens qui étaient en prison sous Kadhafi. C'est les opposants, certains ont été libérés avant la guerre, mais c'est des gens qui ont vu les gens de l'Est, effectivement, comme proches du régime. Donc il y a aussi ça aujourd'hui qui se joue, vous voyez, qui fait que les antagonismes sont anciens. Alors, on dirait, on peut être pragmatique, on peut se réconcilier, mais vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé, là, il n'y a même pas une semaine. J'ai écrit un article dans une revue, la revue éditée par l'IRSEM, il y a 1 an, où je revenais à la fracture entre les 2 factions. Et il y a 2 hommes que je cite toujours, enfin, dès le départ dans ce papier. C'est un monsieur qui est ambassadeur des Émirats, de Libye aux Émirats, hein, et un autre monsieur qui s'appelle Abdelrazak al-Aradi, qui est un frère musulman, qui lui est un homme d'affaires de Tripoli, qui est un ancien opposant. Dès le départ, ces deux tendances se sont détestées dès les premiers jours de l'insurrection. Donc il y en a un, Al-Radadi, qui a monté les réseaux clandestins à Tripoli, et l'autre
qui était l'homme de Mahmoud Djibril et de Bernard-Henri Lévy. Bon, ces deux personnes, maintenant, ont continué. Donc, un est proche de Tobrouk, l'autre proche de Tripoli. Et il y a une semaine, non, je dis ça parce que vous l'avez peut-être vu, il y a eu deux articles, un dans le New York Times et un dans le Washington Post, où le premier, c'est Arif Nayed, qui est ce monsieur qui est ambassadeur aux Émirats, qui est un homme d'affaires extrêmement riche, puissant, avec beaucoup de contacts dans les lobbies, qui a beaucoup de contacts aux États-Unis, qui a écrit un article en disant qu'il fallait faire la guerre aux islamistes, qu'à Tripoli, c'était les islamistes. Donc, grosso modo, le nouveau gouvernement d'union nationale n'est pas fiable. Et 2 jours après, il y a une réponse de Al-Aradi qui répondait dans le Washington Post, avec un droit de réponse, dans un autre journal d'ailleurs, c'était pas dans le même, c'est drôle, et qui publiait en disant que finalement Tobrouk, c'était d'anciens kadhafistes. Donc c'est intéressant parce que si on revient à 2011, dès les premiers jours de l'insurrection, il y avait déjà les deux camps. Alors je dis pas que c'était inéluctable, et on retrouve encore cette opposition aujourd'hui. Alors, est-ce que c'était conciliable ? À un moment donné, je pense qu'il y avait une fenêtre d'opportunité. Alors on ne va pas refaire l'histoire. Hein. Encore une fois, c'est très difficile. Est-ce que ça aurait marché ? En tout cas, je ne sais pas, mais on n'a pas essayé. Si vous prenez le discours de Nicolas Sarkozy du 21 février, donc c'était 4 jours après le début de l'insurrection de Benghazi, il était à Bruxelles, reprenez ce discours, il a dit « Kadhafi n'est plus un interlocuteur ». Donc avec un dictateur qui bombarde ses populations, n'est plus un interlocuteur. Et ces bombardements n'ont jamais existé. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Les fameux bombardements aériens du 20 février, dont BHL parle partout, il n'y en a pas eu. Hein. C'est Al Jazeera qui a fait un son avec un habitant qui était là. Et moi je suis allé à Fashloum, j'ai vu les gens d'Al Jazeera. Donc on sait maintenant, tout ça a été bien sûr... mais le coup est parti. Vous voyez, donc on avait cette vision, 5000 morts, ils bombardent ces populations, logique de guerre. Donc je pense que la logique de guerre s'est prise très très tôt. En tout cas en France, en Grande-Bretagne. Et Obama était beaucoup plus long. Ces trois conseillères, Hillary Clinton, Susan Rice et Samantha Powell, qui étaient pour l'intervention assez vite. Mais je pense qu'Obama était pas pour au début. Donc, vous voyez, c'est là que je dis qu'on peut imaginer, est-ce qu'effectivement, il y avait des gens dans le clan Kadhafi, y compris dans ses fils, qui voulaient lâcher l'affaire et passer à autre chose. Il y avait des fils qui étaient des vats en guerre, le fameux Mortassim qui est mort aux côtés de son père d'ailleurs, qui étaient quasiment des psychopathes, mais ils n'étaient pas majoritaires encore. Et des deux côtés, il y avait bien sûr aussi des gens qui voulaient négocier à l'Est, qui étaient prêts à lâcher. Voilà. Alors, est-ce que ça aurait pu être fait différemment ? Je ne sais pas. Oui. Enfin, dans d'autres régions du monde, il y a eu des exemples de transition de dictature à des régimes démocratiques en Amérique du Sud ou ailleurs, qui sont passés sans passer par la guerre civile. Mais je pense qu'à partir du moment où on a la case, effectivement, ce passage par la guerre civile, il était difficile d'imaginer autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, il y a eu, ce qui n'empêche pas je pense qu'on a fait aussi des erreurs après. Je pense que les élections de 2012, c'était prématuré. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi la conséquence. Les élections, finalement, ont figé des rivalités avec à des rivalités politiques ou militaires, ou des crises disons, des rivalités, on a figé des crises de légitimité, c'est-à-dire que ces gens se sont sentis ensuite légitimés par le résultat des urnes, là aussi ça va paraître choquant ce que je dis, mais qui pour moi ne veut pas dire grand-chose. Les partis politiques en Libye, ça ne voulait rien dire en 2012. Donc le fait de commencer à mettre en place des partis politiques dans la logique d'élection, c'était prématuré. Il n'y avait pas de constitution, il n'y avait rien, et on a, je pense que les racines, voilà, ce qu'on voit aujourd'hui aurait peut-être pu mieux se passer. Je ne dis pas que ça aurait été forcément mieux, mais je pense qu'il aurait fallu conserver les autorités intérimaires qui ont été mises en place pendant la guerre de transition, et puis mettre en place une consultante avec des gens nommés par les notables, etc., plutôt que ce processus électoral qui a finalement... Enfin, voilà, qui pour moi, a aggravé les choses, quoi. Mais
voilà, j'ai pas forcément de réponse parce que on peut pas refaire l'histoire, quoi, hein, mais D'autres. Merci pour votre intervention déjà. Et je voulais vous demander, vous poser une question par rapport à la possibilité de la médiation dans le processus de réconciliation et de reconstruction nationale. Vous avez dit que celui-ci devait se faire de manière organique, avec un minimum d'intervention de la communauté internationale. Vous avez aussi parlé dans vos écrits récents du rôle de la mission de l'ONU et notamment de la mission de M. Léon. Est-ce que vous considérez que la médiation qui a aussi été amorcée par le Maroc et l'Algérie de manière aujourd'hui séparée, mais qui pourrait aussi l'être de manière d'une façon concordante, qui s'est avérée efficace dans le passé, notamment dans les accords de Taïf en 89 pour le Liban. Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, pourrait faciliter et catalyser le processus de réconciliation nationale, ou est-ce qu'au contraire, on pourrait l'assimiler à un petit peu à l'interventionnisme de la communauté internationale que vous condamnez un petit peu? Bah, écoutez, je dirais que c'est vrai que la multiplication des initiatives, parce que les Égyptiens aussi parlent de réconciliation nationale, tout le monde maintenant a sa commission de réconciliation nationale, donc les conseils de tribus, c'est pareil, il y a des conseils de tribus qui vont se réunir en Algérie, il y en a d'autres qui vont en Égypte, on ne sait pas bien qui est qui, donc je dirais que la multiplication ça part peut-être d'une bonne intention, et encore, je pense que les Algériens, bien sûr, ont forcément ils ont une frontière commune avec la Libye, ils ont des préoccupations déjà sécuritaires, mais je pense que la multiplication des médiations complique encore les choses, parce qu'effectivement, vous avez un certain nombre d'acteurs qui jouent plusieurs cartes. Je crois pas que ça facilite. Et puis bon, il y a autre chose aussi. Mais les deux choses doivent être menées parallèlement. C'est que, comme je disais tout à l'heure, l'enjeu local prédomine. Hein. Donc les médiations, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui doivent se reconstruire par le haut, mais si effectivement, au niveau local, un certain nombre de choses ne sont pas réglées, les acteurs qui arrivent en haut n'auront aucun moyen de s'imposer. Voilà. Et c'est un petit peu... Vous voyez, Serraj, quand il est arrivé à Tripoli, il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la population. Enfin, les gens étaient fatigués. Bon, ils étaient prêts finalement à accepter de l'espoir. Bon. Et finalement, le temps passant, ils se disent ces gens-là n'ont pas pris sur les réalités. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce que effectivement, pour l'instant, le gouvernement de Serraj, c'est 7 personnes. Ils n'ont pas d'institution en dessous. Donc, ils signent des décrets. Mais je dirais que pour la population, ça ne change rien. Donc c'est vrai que le risque aussi, c'est d'avoir ces modèles un peu imposés par le haut. Je pense que on ne peut pas faire... Enfin, l'ONU est indispensable. Bien sûr que l'ONU a un rôle à jouer. Et si elle n'était pas là, faudrait l'inventer. Je veux dire, je ne veux pas dire que l'ONU est inutile, c'est trop facile. Et l'ONU a joué un rôle, notamment pour arriver à ce que tous les acteurs, un certain nombre d'acteurs se parlent. Je trouve que c'était bien parti. Simplement... ça aurait nécessité encore plus de temps, peut-être, pour arriver à quelque chose. Et notamment, ils ont pensé que les points de blocage, en forçant, se lèveraient. Bon, le point de blocage essentiel entre l'Est et l'Ouest en ce moment, c'est l'avenir du général Haftar. Bon, il est vieux, bon, il peut arriver... Mais en tout cas, si ce monsieur... vous voyez, il y a eu des propos très ambigus. Il a dit, moi, je n'ai pas d'ambition politique, mais si le peuple libyen m'appelle, j'accepterai de diriger le pays. Bon, ça, on sait comment ça évolue. Et beaucoup de gens à l'Ouest m'ont dit, vous voyez, Haftar aurait dit, moi, je construis une armée nationale, je mène la victoire contre Daesh, et ensuite, je m'engage, et qu'on vienne me tuer ou qu'on m'arrête si je me présente, à ne pas rester en politique. Bon. S'il n'avait fait ne serait-ce qu'une déclaration de ce genre, alors après, on ne tient pas forcément ses promesses, mais je pense que beaucoup de gens auraient même à l'Ouest, auraient été prêts à entendre. Bon. Ça n'a pas été fait. Donc je ne sais pas quel rôle, effectivement, la communauté peut jouer sur... Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut jouer, hein, qu'il faut bien sentir, parce qu'une fois que c'était fait, une fois que les accords ont été signés le 17 février, c'était trop tard. Maintenant, chacun est resté sur ses positions.
Donc c'est là que quand je dis que donner du temps au temps, ça voulait, et je l'ai dit à l'époque, je l'avais écrit en décembre, j'avais dit ces accords ont été signés trop tôt et avec trop de pression. Et donc ce sera difficile. Bon, maintenant, c'est un pari, hein, c'est toujours un pari. Ça aurait peut-être pu marcher. Je veux dire, ils ont fait le pari qu'il y aurait un cercle vertueux qui s'engagerait et qu'ensuite les acteurs se rejoindraient au fil du temps les accords. Bon, mais c'était là aussi, je pense qu'on avait minimisé le clivage Est-Ouest et puis les soutiens. Vous voyez, là aussi, s'il y a des... Alors les acteurs régionaux sont des acteurs souverains, l'Égypte est un État souverain, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression, et je n'ai pas entendu beaucoup de déclarations ni de l'ONU ni de l'Europe sur le rôle, par exemple, de l'Égypte et des Émirats à l'égard de l'Est. Enfin, je veux dire, il y a quand même une action directe, une ingérence. Donc, bon, est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Effectivement, c'est difficile, hein, je pense que c'est des États souverains. Mais en tout cas, on a plus tendance à brandir des sanctions sur des personnalités libyennes qui, à mon avis, ne fonctionneront pas parce que on oublie aussi que derrière, il y a des systèmes, hein, il y a des structures. Si les chefs du Parlement à l'Est, on va le punir, on va lui geler son compte en banque en Suisse, bon, je pense que ça ne changera rien, ça ne fonctionnera pas. Je n'ai pas d'exemple non plus où les sanctions, ces dernières années, ont fonctionné. Enfin, peut-être vous en avez, mais je travaillais en Irak pendant des années, à l'époque des sanctions. Bon, ça n'a fait que renforcer le régime, et je n'ai pas beaucoup d'exemples où effectivement ça marchait. Donc là aussi, on est rentré toujours dans le même système. Et voilà, alors est-ce qu'il faut réinventer d'autres modes d'action, revoir notre vision justement de la construction, mais c'est difficile, hein. On est dans des schémas souvent très binaires et on remet en place les mêmes grilles. Par exemple, les élections, c'est un bon exemple. À chaque fois, c'est bon, on organise des élections et les élections sont bien déroulées. Vous voyez, on sait mettre en place, on amène des urnes, on inscrit les gens, ils votent, c'est bien, mais ensuite, voilà, c'est l'après qui est difficile. Donc ça l'ONU a très bien fait, vous voyez, les élections. Et je ne dis pas que l'ONU n'a pas des capacités. Il y a des gens, en termes de réconciliation, bien sûr, il y a des choses qui sont faites, mais pour l'instant, bon, ce qui importe avant tout, c'est arriver à trouver une issue politique, quoi. D'autres questions? Il y avait madame. Merci. Tu as évoqué un reste de centralité du pouvoir au niveau du contrôle des ressources et notamment du pétrole. Qu'est-ce qu'il en reste au niveau du contrôle des frontières? Est-ce qu'il y a un contrôle des frontières? Est-ce qu'il est centralisé? Parce que c'est une question qui se pose beaucoup en Tunisie et qui détermine aussi la diplomatie. Alors effectivement, bon, la Tunisie a bien sûr a une position tout à fait légaliste, hein, donc pour l'instant elle est dans la ligne, on connaît le gouvernement d'union nationale et d'ailleurs ils ont ouvert leur consulat à Tripoli, je crois, où ils sont en passe de le rouvrir cette semaine, donc c'est vrai qu'à l'ouest on voit bien que c'est important. Maintenant, oui, c'est compliqué pour les Tunisiens parce qu'en face, par exemple, la frontière tunisienne, vous avez, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la ville de Zouara qui contrôle la frontière. Donc, la ville de Zouara, elle était proche de Fajol Libya avant. Maintenant, elle ne s'est pas encore repositionnée clairement avec le nouveau gouvernement de l'Union nationale. Donc, j'imagine que pour les autorités tunisiennes, avec qui on deal, vous voyez, avec qui on parle avec le gouvernement de Tripoli qui n'a pas pris sur ces milices, ou au quotidien, on est obligé quand même de régler un certain nombre de problèmes avec les milices qui contrôlent la frontière. Bon, et puis, il y a des Kadhafi. Il y a aussi les deux enclaves de Regdalin et Jmeil, qui sont des anciennes enclaves kadhafistes et des rivaux de Zouara, et qui contrôlent aussi une partie de la frontière plus au sud. Et puis, les Berbères ibadites du Djebel aussi à l'intérieur. Donc finalement, non, il n'y a pas de centralité. Et on voit bien, en fait, c'est les groupes armés des milices qui sont déployés sur leur territoire historique, qui contrôlent les flux. Et bien sûr, c'est énorme. C'est énorme. L'enjeu du contrôle des frontières, il est essentiel, hein,
là, maintenant, on retrouve du pétrole qui se vend en Tunisie en contrebande. Bon, bien sûr, il y a les armes, il y a les denrées subventionnées. Enfin, il y a énormément de choses. Donc non, il n'y a pas d'autorité. Là, c'est vraiment la dernière chose qu'il y a en Libye. Au contraire, c'est le contrôle de la périphérie. Mais là aussi, c'est un héritage de... Enfin, je dirais que j'avais fait aussi un chapitre dans mon livre là-dessus sur le contrôle de la périphérie. Finalement, c'était aussi comme ça sous Kadhafi. Il déléguait aux groupes locaux dans le sud, les Toubous, et les Touaregs du côté algérien avaient un rôle important. Donc, on achetait quelque part la paix sociale en contrepartie de fermer les yeux sur un certain nombre d'activités. Alors illégal, ça ne voulait pas dire grand-chose, mais en tout cas, ça leur permettait d'acheter. Et les populations, tout le monde se satisfaisait finalement de cette alliance. Et je dirais que, en fait, c'est ça. Il ne faut pas imaginer demain des unités de garde-frontière qui vont se déployer côté libyen. Ce qu'il peut y avoir au mieux, c'est effectivement un contrôle, en tout cas un deal qui soit fait avec ces groupes pour qu'ils aillent à peu près dans le sens de l'État central, quoi. Enfin, entre guillemets. Bonjour, je voudrais savoir ce que vous pensez, votre opinion de quelqu'un dont on a beaucoup parlé en 2013 par rapport à la Libye. Maintenant, on n'en parle plus. Il venait de Cyrénaïque, Barga, comme on dit en arabe. Il s'appelait Ibrahim Jadran. Voilà, il avait pris la tête d'une entité, comme on dit en anglais, state-like entity, c'est-à-dire quasi-État en Cyrénaïque. On le voyait, on l'opposait parfois à un islamiste qui s'appelait Abdelhakim Belhadj, je crois. Voilà. Il avait établi des liens avec le président d'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Voilà. Enfin, certains voyant en lui un espoir. Bon, maintenant, on n'en parle plus du tout. Ça semble avoir été un feu de paille. Alors, que diriez-vous? Est-ce que c'était vraiment quelqu'un qui avait quelque chose de porteur ou est-ce que c'est quelqu'un qui simplement a profité des événements? Non, à l'époque, d'ailleurs, oui, j'avais fait un article aussi dans Orient 21 là-dessus où je disais que, oui, Ibrahim Jadran... d'abord, il est jeune, hein, il est tout jeune. C'est quelqu'un qui a eu un parcours islamiste sous Kadhafi, et puis révolutionnaire en 2011. Et puis ensuite, il a surfé sur la vague entre guillemets, du fédéralisme, de l'autonomisme. Beaucoup de gens l'ont qualifié parce qu'il mettait le drapeau noir de la Cyrénaïque dans ses conférences de presse. Donc, bien sûr, ça lui permettait peut-être de rallier certaines tribus, mais surtout de se doter d'une visibilité. Effectivement, en 2013, comme vous dites, on en a beaucoup parlé. Alors, il contrôle, parce que lui-même, c'est un Maharba originaire d'Ajdabiya, donc une grande tribu qui contrôle effectivement toute cette région pétrolière. Donc, finalement, ces hommes... Ces soldats sont des gens de sa tribu, hein, donc quelque part il y a une dimension tribale importante là-dessus. Et les tribus qui sont là ne sont pas forcément en très bons termes avec les tribus de l'est de la Cyrénaïque. Il y a aussi des rivalités anciennes. Donc je dirais que Jadran, il a changé de profil. Maintenant, quand il fait ses conférences de presse, il a le drapeau libyen. Il n'a plus le drapeau de la Cyrénaïque. Donc déjà, on voit bien qu'il est pragmatique. Et puis Jadran, il a fait allégeance au gouvernement d'union nationale. Donc il a été blessé récemment dans un combat d'ailleurs. Puis il est toujours chef de cette garde des infrastructures pétrolières. Comme je disais, il a reconnu le gouvernement d'union nationale et il est en rivalité avec Haftar. Il est en rivalité avec Haftar parce qu'il considère qu'Haftar ne lui donne pas les moyens pour tenir le front contre Daesh, parce que c'est lui qui est en première ligne contre Daesh. Alors, comment ça peut évoluer? Là, il y a 2-3 jours, il y a eu des visites d'un officier d'Haftar, commandant des forces spéciales, qui est quelqu'un de très influent à l'Est, qui est venu voir Jadran. Ils sont parlé via une médiation de la tribu de Jadran, d'Ajdabiya. Donc, les choses, voyez, voilà, il y a un dialogue et que je pense que Haftar est en train de négocier, essaye peut-être pas de négocier un ralliement de Jadran à son opération parce qu'il veut attaquer Sirte, mais en tout cas une forme de neutralité, parce que la grande affaire, c'est qu'en fait, il risque d'y avoir des combats avec, si Haftar attaque Sirte, Misrata s'en mêlera, et donc le risque, c'est ce que j'ai dit dans le papier la semaine dernière, c'est une confrontation entre Misrata et
Et il y en a eu déjà. Hein. La semaine dernière, il y a eu des combats au sud de Sirte entre des miliciens de Misrata et des troupes d'Haftar, qui ont fait une dizaine de morts. Donc vous voyez, on est vraiment pour l'instant dans... C'est pour ça que je dis ça avance, ça va très vite. En ce moment, la situation avance très vite. Donc Joudran, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'il en a. C'est un acteur militaire qui peut disparaître d'ailleurs comme il est arrivé. Mais pour l'instant, bon, il porte les intérêts d'un certain groupe et donc il a une forme de légitimité dans sa zone d'influence. Mais je crois que politiquement, bon, c'est vrai qu'il a fait beaucoup parler de lui parce que justement il a brandi cet étendard du séparatisme qui fait peur à tout le monde, enfin à beaucoup de gens en tout cas à l'Ouest. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez faire un petit point sur les groupes libyens qui ont fait allégeance à Daesh? Quelle est leur histoire? Que sait-on de leur capacité et aussi de leur lien avec le cœur de l'organisation en Irak? Alors, c'est une vaste question. J'ai écrit un article, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est paru dans Politique internationale en automne de 2016, un long papier où j'explique tout l'historique de... voilà, comment s'est fait l'affiliation, à quel moment. Donc, enfin, j'ai pas d'intérêt dans la revue maintenant, mais en tout cas, voilà, j'ai expliqué tout ça. En 2015, pardon, c'est automne 2015. Voilà, donc ça s'appelait, je sais plus le nom exact, mais bon, voilà. Donc voilà. Alors pour faire simple, là aussi, il n'y a pas de fracture idéologique claire dans l'évolution. D'abord, ce que je dirais, c'est que Daesh s'est implanté là où il y avait un tissu local qui le permettait. Hein. Ça s'est fait à Derna, ça s'est fait à Benghazi, ça s'est fait à Sirte. C'est pas un hasard. Hein. Dans les trois cas, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait des heures, mais dans les trois cas, il y avait une situation purement locale qui faisait qu'ils ont réussi à s'implanter là. Alors, purement local, c'était parfois aussi la présence de groupes qui étaient avant Ansar al-Shalira, qui étaient des djihadistes dont on a vu l'apparition en Libye dès juin. La première proclamation du drapeau noir Ansar al-Shalira, c'était juin 2012. Vous voyez, donc peu après la chute du régime, et c'était des gens qu'on connaissait bien en fait. C'était des chefs de Katiba. Que les Français et les Anglais qui étaient à Benghazi ont sûrement côtoyé, puisque à l'époque, ils les conseillaient. Hein. Donc, c'est des gens qui étaient pas forcément dans une logique Al-Qaïda pure et dure, mais qui ne voulaient pas d'une Libye qui ne soit pas régie par directement par la Shalira. D'ailleurs, c'était vraiment... Donc, c'était plutôt, au départ, une vision... c'était des objectifs nationaux. Je pense qu'il n'y avait pas de... C'était pas des gens qui étaient dans une logique internationaliste. Et puis ensuite, est arrivé... ils se sont beaucoup internationalisés parce que beaucoup sont partis en Syrie. Hein, ils sont partis... continuer finalement ce qu'ils avaient fait en Libye, à savoir la chute de la guerre contre les dictatures. Et puis là, ils se sont retrouvés face à des groupes idéologiquement sûrement beaucoup plus armés et proches d'Al-Qaïda. D'abord Jabhat al-Nusra, et puis ensuite, quand Daesh est monté en puissance, ils ont, comme beaucoup en Syrie aussi, des groupes sont partis chez Daesh, donc ils ont fait la même chose. Et quand ils sont revenus en Libye ensuite, ils sont revenus en Libye juste après l'offensive d'Haftar pour se battre contre ce qu'ils voyaient comme le retour du tyran Tourat, voilà. Donc il fallait. Et donc vous voyez, c'est pour ça, c'est des effets. Et là, ils sont revenus en faisant allégeance à Daesh. Voilà. Donc grosso modo, il y a un mélange de situations locales, de parcours individuels, et puis de rôle, bien sûr, du conflit au Moyen-Orient qui a joué aussi, donc avec un aller-retour. Et puis aussi du catalyseur d'Haftar, parce que finalement, une des principales conséquences de l'action d'Haftar en mai 2014, c'est que finalement, il a rallié des groupes qui n'étaient pas forcément alliés, des milices plus ou moins islamistes, enfin avec des degrés, en tout cas dans des gens qui n'étaient pas du tout proches de Daesh, mais
comme on les avait englobés comme un ennemi, ils se sont retrouvés tactiquement alliés sur le terrain. Et du coup, voilà, on va vers le groupe qui est le plus puissant à un moment donné. Et du coup, on se retrouve avec Daesh. Mais je dirais que les parcours, il faut voir vraiment les parcours individuels. Il n'y a pas de... enfin, je pense que c'est un peu comme partout, quoi. Les gens sont arrivés chacun avec leur bagage. Et c'est pas forcément... là, encore une fois, c'est pas du tout la grille idéologique qui domine. Par exemple, à Sirte, contrairement à ce qu'on lit souvent, c'est pas des anciens kadhafistes qui ont créé les cellules de Daesh, c'est des gens de Misrata. Des gens de Misrata qui, au départ, ont occupé Sirte parce qu'il n'y avait pas d'autres milices locales, puisque ils ont été totalement... laminé en 2011. Souvenez-vous, les bombardements de Sirte en octobre 2011, ça a été, on dit souvent Dresde, on compare Sirte à Dresde. C'est une ville qui a été extrêmement bombardée. Donc il n'y a pas une milice locale qui a émergé. Donc finalement, c'est les gens de Misrata qui sont venus faire la loi, donc considérés comme une armée d'occupation. Et puis il y a des salafistes à Misrata, comme partout. Donc finalement, pour Misrata, c'était vous nous emmerdez là, avec vos drapeaux noirs, allez faire votre guéguerre à Sirte. En plus, c'est des kadhafistes, comme ça va les calmer. Et c'est une petite cellule de jeunes de Misrata qui avaient fait un séjour en Syrie et qui se sont retrouvés à monter l'embryon d'organisation de l'État islamique à Sirte. Vous voyez, donc c'est souvent des choses très locales, conjoncturelles, et puis ensuite, des jeunes venant de Tunisie sont venus, certains parce qu'il y avait des filières de passage vers la Syrie d'abord, ou d'entraînement, et puis les filières se tarissant, les gens du coup sont restés à Sirte, et c'est comme ça que le truc s'est accru, plus un certain nombre de gens venant du Sud. Donc là aussi, même des migrants, des gens qui sont abandonnés, on leur donne une somme d'argent, on lui dit tu fais la Fatiha, même des chrétiens, et puis tu auras le gîte et le couvert. Donc il y a plein de raisons différentes pour lesquelles ça a émergé. Donc, et à Sirte, voilà, j'ai expliqué. Alors maintenant, est-ce que c'est solide ? Moi, je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de soutien des populations locales. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques jeunes, encore une fois, sur un mode individuel, anciens des tribus de Kradat Fas qui ont été brimés par des Misrati qui disent je vais emmerder le nouveau pouvoir et donc je vais aller à Daesh. Bien sûr, il y en a. Il y a des gens qui vont faire Daesh, il y en a partout dans le monde. Donc, voyez. Mais je dirais que voilà, c'est encore une fois des logiques très locales. Et si vous voulez tous les détails avec les sources et tout, je l'ai écrit. D'autres questions ? Oui. Bonjour. Alors, vous insistez beaucoup sur la dimension... il y a un nœud tribal, entre guillemets, en Libye. Et j'aimerais savoir... Alors, c'est deux questions séparées mais reliées. C'est si intervention de la communauté internationale, entre guillemets, il devait y avoir... ce ne serait pas mieux de privilégier les acteurs régionaux puisqu'ils ont une meilleure compréhension de ces questions tribales, de la communauté internationale pour elle. Cette balkanisation officieuse, entre guillemets, on ne la comprend pas. C'est pour ça que même moi, je ne conçois pas la répartition du pouvoir, alors que sur place, c'est leur culture, c'est logique. Et j'aimerais savoir aussi si ces tensions tribales se perpétuent avec la jeunesse, où ils sont plus enclins à former un État unitaire, entre guillemets. Merci. Alors là aussi, c'est pour ça que vous avez vu, j'en ai un peu parlé des tribus. Je ne mets pas l'accent uniquement là-dessus, parce qu'on a aussi beaucoup entendu ça, les tribus. Je dis que dans certaines régions, notamment dans les régions rurales de Cyrénaïque, c'est un outil de mobilisation. Donc on s'en sert pour effectivement rallier des gens. Et en cela, les réseaux sociaux, à l'époque, je me souviens en 2011, je m'étais retrouvé dans des débats où des journalistes avaient passé 3 jours à Benghazi avec des blogueurs et me disent mais ça, vous savez, c'est fini. Maintenant, c'est la modernité. Ils sont tous sur Internet. Là, vous êtes dans des trucs d'orientalistes. Les tribus, c'est fini. Et en fait, oui, mais le problème, c'est que toutes les tribus, vous savez, ont leur site, ont leur page Facebook.
Ils se retrouvent entre eux. En fait, donc les jeunes, c'est ça qui est assez paradoxal finalement, c'est que c'est quelque chose d'ancien, mais dans les zones rurales et à la faveur de la guerre aussi. Parce que moi, j'ai passé 4 ans en Libye, on le sentait. Il y avait des plaisanteries, on allait rigoler sur une autre tribu quand vous traversiez. Bon, c'était des vannes comme ça, mais ça prenait pas la dimension. Maintenant, dès qu'on arrive quelque part en Libye, on dit t'es d'où ? Pas forcément t'es de quelle tribu, mais t'es d'où, t'es qui ? Et donc, en fonction de ça, vous allez pouvoir passer le checkpoint ou pas. Grosso modo, c'est ça. Ou prendre l'avion ou pas. Si vous voulez prendre l'avion à Tripoli, si vous êtes Zintan, c'est même pas la peine d'aller prendre l'avion à Tripoli. Bon. Donc, c'est pour ça que je dirais que les tribus, ça s'est renforcé dans certaines régions. Ça a été instrumentalisé aussi. Là aussi, c'est pas forcément une identité qui est figée, mais la guerre, je dirais, la guerre renforce le sentiment identitaire. Parce que quand tout a disparu, c'est vrai qu'on se tourne vers ça, vers la famille et la tribu. Maintenant, là aussi, même parfois, l'organisation classique des tribus avec les jeunes obéissent aux anciens, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas tout le temps. Vous voyez, il y a plein de jeunes qui s'autonomisent. Et c'était ça aussi, la guerre de l'insurrection de 2011. C'était des jeunes qui, à un moment donné, ont dit le vieux, on n'en veut plus. Il y a eu aussi ça. Et les chefs de tribu n'ont pas bougé au départ, en 2011. Les chefs de tribu étaient pour l'ordre ancien, étaient pour l'ordre. Donc, finalement, Kadhafi, c'était une forme d'ordre. Donc, je dirais que là, aujourd'hui, c'est compliqué parce que vous avez des cinquantenaires avec leurs enfants qui sont partis dans des milices, qui guerroient à gauche à droite, et donc ils n'ont plus le contrôle pour les faire entrer à la maison ou dire tu vas retourner à l'université, prendre tes études. Et les chefs de tribu, c'est pareil. Je pense ils peuvent se présenter comme interlocuteurs officiels, mais en dernier lieu, c'est absolument pas hiérarchique avec quelque chose de vertical. On parle des acteurs locaux. Les acteurs locaux, est-ce qu'ils sont encore locaux ? Finalement, les acteurs locaux, parfois, ils habitent plus dans leur ville, ils jouent leur carte personnelle. Donc, c'est pour ça que l'identité, c'est ce que je disais au début, faut se méfier de ça. C'est changeant. On y fait appel quand ça nous arrange. Et dans les villes, c'est vrai que dans les villes, à Benghazi ou à Tripoli, à Benghazi davantage, mais à Tripoli, dans les grandes villes, c'est pour ça que je commençais tout début en parlant de modernité. Si on associe la modernité justement à une forme d'identité nationale qui transcende les identités locales, on a des gens qui se parlent indépendamment de leur famille, de leur tribu d'origine. À Tripoli, c'est très vrai. À Zawiya aussi. Vous voyez, maintenant, vous avez aussi par quartier, quand les choses se dégradent, on se réfugie dans son quartier. Et là, c'est pas la tribu pour le compte. Voyez. Donc maintenant, la première partie de votre question, je dirais que non, moi je crois pas que parce qu'on l'a aussi entendu, il faut envoyer finalement des Arabes ou des Africains, ils connaissent mieux les réalités. Vous savez, les Libyens, d'une manière générale, ils veulent pas d'étrangers chez eux. Les Égyptiens qui viennent, en général, c'est pour faire la menuiserie ou la peinture. Alors imaginez des casques bleus égyptiens qui commenceraient à demander les papiers aux gens, ça se passerait très très mal. Bon, et les Africains, c'est pareil. Enfin, je veux dire, un Africain, pour les Libyens, c'est les travailleurs immigrés. Et la politique africaine de Kadhafi s'est heurtée à des... Il y avait de grosses réticences locales. Les émeutes de Zawiya en 2000, quand ils ont lynché une vingtaine d'Africains, c'était un signal envoyé à Kadhafi aussi en disant ta politique africaine, ça commence à bien faire. Vous voyez, donc là aussi, je pense que je ne vois pas forcément parce que ce qu'on plaque la Libye, c'est pas le Sahel, c'est un État entier. Vous voyez, il y a des problématiques totalement différentes de ce qu'on peut avoir ailleurs, quoi. Peut-être une question qui me travaille beaucoup. Je trouve que l'expérience libyenne, elle est caractéristique des contradictions actuelles du discours occidental. Parce que le discours guerrier, George W. Bush et d'autres le menaient jusqu'à ses ultimes conséquences, en envoyant des troupes. Sans succès, mais il envoyait des troupes. Là, on a un discours qui dit, premièrement, il n'y a que la guerre pour régler les problèmes.
Deuxièmement, la guerre de bombardement, ça ne réussit pas, ça ne suffit pas. Et donc, troisièmement, il faut des troupes, mais on ne veut pas en envoyer. Donc, il y a une espèce de boucle là qui est particulièrement visible sur la Libye, mais qu'on a aussi connu sur la Syrie, sur l'Irak, etc. Donc, il y a quelque chose là qui devient vraiment très étrange, quoi. Oui, parce qu'après, c'est vrai que c'est ce que je disais au début sur la construction de l'État bon, les Américains l'ont essayé en Irak. On voit bien que le modèle de constitution ou d'État qu'ils ont mis en place a atteint ses limites. En tout cas, Daesh, c'est sûrement une réaction aussi à l'émergence, voilà, d'une autre communauté. Bon, donc finalement, ça a été un échec. Hein. Donc, je dirais que, je sais pas, mon idée, c'est qu'on n'est plus en 1920, à l'époque où les puissances mandataires pouvaient découper le Moyen-Orient et puis l'administrer. Hein, parce que c'est ça, en fait, l'idée. C'est dans un premier temps, intervenir militairement, ça veut dire être responsable d'administrer ce pays politiquement. Donc c'est pas rien. Regardez, vous prenez l'exemple du Kosovo, je ne sais pas depuis combien de temps, depuis 1998, la communauté internationale est au Kosovo, elle y est toujours militairement et politiquement. C'est pas encore, et c'est plus petit qu'un département français. Hein, donc imaginez. Donc c'est pour ça que je pense que il y a un travail, oui, où on pense encore que, beaucoup de gens en tout cas pensent que on peut encore façonner le monde comme ça, et tout simplement aussi parce qu'il y a des acteurs régionaux importants qu'on ne contrôle plus. Enfin, je parlais tout à l'heure des Émirats et de l'Égypte. C'est un bon exemple. Enfin, les Émirats, c'est un tout petit pays. On leur a vendu des armements hyper sophistiqués qui leur donnent la possibilité maintenant, en décollant d'Abu Dhabi, d'aller bombarder de nuit un objectif à Tripoli, à 3000 km de là, avec 3-4 ravitaillements en vol, avec 10 mètres de précision. Bon, donc ils n'ont plus besoin de demander l'autorisation aux Français, même si je pense qu'on le savait, d'aller bombarder, comme les Saoudiens n'ont pas forcément demandé l'autorisation à Obama d'intervenir au Yémen. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est nouveau. Ils ont la capacité militaire qui leur donne finalement aussi les moyens de s'émanciper. C'était pas possible il y a encore quelques années. En tout cas, ils pouvaient jouer un rôle local, mais pas de ce niveau-là. Hein, donc oui, ça doit appeler aussi peut-être l'Occident, en tout cas ce qu'on appelle l'Occident, à peut-être un peu de réalisme Oui, parce qu'effectivement, il y a un décalage entre le discours guerrier. Et là, on l'a vu, moi, en janvier-février, j'étais frappé. Tous les médias donnaient pour imminente une nouvelle intervention en Libye. Enfin, pour faire quoi? À chaque fois, les gens m'appelaient, je dis, mais bon, et pour faire quoi avec... Non, mais on y va, cette fois-ci, Daesh, bon... Et puis voilà. Et là, bon, c'est retombé comme un soufflet maintenant, parce que... effectivement, est-ce que c'était uniquement de la com ou est-ce qu'il y avait une intention réelle? Je sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'on est encore comme ça. Et on mélange aussi des arguments de politique intérieure, souvent, à des objectifs de politique intérieure. Et ça, je pense que clairement, c'est comme un peu l'état d'urgence, quoi. Il faut dire aux Français qu'on fait quelque chose. Et en novembre, décembre, janvier, voilà, il fallait montrer... qu'on était prêt à nouveau à intervenir, et ça s'inscrivait aussi dans une posture, enfin, je peux me tromper, mais je crois que c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit aussi. Une dernière question, deux. Bonjour, alors je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à l'État-nation. Est-ce que vous pensez qu'il existe un embryon d'État-nation aujourd'hui, ou qu'il peut exister un embryon d'État-nation en Libye ? Vous parlez de dialogue entre les communautés, entre les gens. Est-ce que ça suffit pour pouvoir définir quelque chose comme un État-nation? Est-ce que l'État-nation n'était pas finalement uniquement le fait de la politique qui était menée par Kadhafi? Merci. Écoutez, oui, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement l'État-nation a été en grande partie... libyen est en grande partie les résultats du régime Kadhafi, mais surtout le régime Kadhafi avec un levier essentiel, le pétrole. Je dirais que c'est
le principal levier du régime Kadhafi, c'était pas la répression, c'était pas l'état de barbarie comme en Syrie. Hein. Il y a eu des épisodes, mais c'était la rétribution. Hein. Donc, il faut concevoir ces pays dans cette logique. Hein. C'est un État rentier, ça a été analysé très bien par beaucoup de gens, hein, le type de régime que ça peut engendrer. Et Kadhafi était effectivement, dans ce sens-là, était très représentatif. Hein, donc, je dirais que l'État-nation, État-nation, ça commence par État. Hein. Donc, on pourra reconstruire une nation quand on aura déjà reconstruit un État. Voilà. Alors, quel État ? Là, c'est une question, mais je pense que la nation, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Il a fallu, je cite souvent cet exemple, au lendemain de la Révolution française, on a dit, maintenant, ok, la France, mais il va falloir faire d'un paysan, d'un berger basque et d'un pêcheur breton un citoyen français, quoi. Et ça s'est fait par l'éducation, par l'éradication des langues locales. Enfin, pardon ? Par une assemblée constituante. Oui, mais après, il y a eu un travail. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là effectivement, c'est l'embryon d'État. Mais ensuite, la construction nationale, je veux dire, le sentiment national, c'est quelque chose qui a pris du temps. Vous voyez, et donc, je dirais que là, on est vraiment au tout début. Alors, il y a déjà, les gens disent encore on est libyen, donc il y a déjà quelque chose qui existe. Mais je dirais que ça va passer, oui, par effectivement, peut-être une constituante, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, il n'y a plus d'État. Donc, État-nation, pour moi, ça, je ne peux pas concevoir, dans un pays jeune, ça aussi, c'est ça. C'était un pays jeune. Hein. Le mot Libye a été utilisé par les Italiens en 29. Hein. Avant, c'était plusieurs provinces. Et en 29, ils l'ont utilisé avant même de contrôler l'ensemble du territoire libyen, puisqu'ils ont fini par contrôler la Libye la prise de Koufra, c'est 31. Vous voyez, donc il leur a fallu 20 ans. Il a fallu 20 ans à la puissance coloniale italienne pour contrôler ce territoire immense, moyennant des répressions extrêmement violentes, des camps de concentration, l'utilisation de gaz de combat. Et donc, c'était pas rien. Il y a eu une résistance forte. Bon, 29. Ensuite, on arrive officiellement à la Libye en 51. C'était un État fédéral, avec encore une fois 3 entités assez fortes. Et donc, on commence à parler de Libye unitaire. C'est pour ça que c'est intéressant. En 63, c'est les découvertes du pétrole. Et donc, le passage de la fédération à l'État unitaire, c'est venu aussi avec la nécessité de gérer une rente pétrolière. Et ensuite, Kadhafi en 69. Donc oui, c'est vrai que donc, l'identité, en ce sens l'identité libyenne, était étroitement liée à la nature même de l'État que Kadhafi avait construit. Donc l'État, c'était Kadhafi. Hein, Kadhafi en symbolisant un petit peu. Et ça m'a été dit par un Libyen de Bani Walid, qui était quelqu'un qui avait choisi le clan de Kadhafi, comme beaucoup de gens de Bani Walid. Hein, majoritairement, c'est une zone Kadhafi. C'est une immense tribu. C'est près de 800 000 habitants en Libye. Et lui n'était pas militaire, il était ingénieur en électricité. Il m'a dit, moi, j'ai senti que... Enfin, après, il faut prendre avec du recul ce qu'ils disent, mais je trouvais que c'était intéressant sa vérité. Il m'a dit, pour moi, la Libye, l'État, c'était Kadhafi. Donc je savais que si on détruisait Kadhafi, on détruisait l'État. Et je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que finalement, ces régimes étaient tellement identifiés, ces personnalités étaient tellement identifiées à l'État lui-même que, même s'il y avait, encore une fois, j'ai cité ces 2 institutions indépendantes qui ont survécu, parce que bon an, mal an, ça existait. Et la NOC, je dirais que voilà, l'embryon de l'identité libyenne, ça pourrait être la NOC parce qu'il y avait des cadres formés. La Banque centrale, des cadres formés, des gens qui travaillaient bien, qui étaient relativement indépendants. Et d'ailleurs, c'était bien géré. Enfin, ce qui n'empêchait pas qu'il y avait des gens qui volaient dans la caisse. Mais il n'empêche que c'était pas chaotique, la gestion de la rente pétrolière. Donc, oui, voilà, c'est ce que je dirais là-dessus. Si vous n'avez pas d'autres questions. Ce sera une sorte de conclusion, en fait, parce que j'arrive tout à fait à la fin. Quand on veut négocier, il faut un objectif commun.
hein. L'objectif commun, si c'est le pouvoir, tous les dominants se disputent, se battent, le plus fort gagne, etc. On n'arrive à rien. Si on prend le pétrole à partager, et vous avez dit que là, on pourrait faire quelque chose, il me semble que là, les négociations pourraient avoir lieu, je pense, et que ce serait un peu plus calme, non? À moins que l'Occident ne s'en mêle, etc. Est-ce qu'on peut avoir des négociations autour du pétrole? Vous voyez, vous avez dit, c'est un peu indépendant, enfin, et on n'a pas beaucoup parlé de ça. Bien sûr, il y a si vous voulez, l'idée aujourd'hui que certains, moi je trouve que ce serait une bonne idée que certains évoquent en Libye, ce serait un système effectivement fortement déconcentré, peut-être une forme de fédération, mais pas avec 3 régions. On n'est plus dans les 3 régions historiques. Il ne faudrait pas d'un poids lourd. Donc l'idée, ce serait environ 22 régions, et avec une répartition des revenus en fonction du nombre d'habitants. Ça peut se faire très facilement. Enfin, ça se fait au Canada. On fait par pondération. Et donc oui, bien sûr que ça rassurerait beaucoup de gens, parce que finalement, les gens sont prêts à entendre ce type de choses. Hein. On dit il y aurait 3 conseils, un conseil élu, un conseil des anciens qui serait une espèce de conseil consultatif où les tribus seraient représentées, et puis un exécutif local et des ressources qui lui seraient attribuées, et puis bon, des fonctions régaliennes qui seraient à l'État central. Donc ça beaucoup de gens sont pour cette option, mais malheureusement, enfin, vous connaissez, en temps de guerre, malheureusement, c'est pas les plus pondérés et les plus sages, je dirais, qui font valoir leur vue. Pour l'instant, c'est malheureusement, et c'est ça, quand je disais en 2011, éviter la guerre, c'était ça, éviter toute cette génération de gens qui maintenant, oui, il y a plein de gens dans la société civile, il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses, simplement pour l'instant, ils sont écartés. Mais c'est pareil, enfin, dans toutes les révolutions, vous avez greed and grievance, vous avez une partie qui est là pour les doléances, hein, qui veut la liberté, et puis une autre partie qui tout de suite essaye de voir ce qu'ils vont pouvoir avoir comme part du gâteau et se déchire. Et on a ça je dirais que c'est pour ça que le cas libyen, pour conclure, moi ça m'intéresse, je m'intéresse beaucoup, parce que c'est pas voilà, c'est des Libyens, c'est des Arabes, c'est des Bédouins, c'est tout ce qu'on... Non, c'est des questions universelles. Enfin, je pense qu'il est en train de se jouer les questions en 2011 de trahir ou de pas trahir, d'être un révolutionnaire de la dernière heure ou un résistant. On a vu ça partout, hein, y compris chez nous, des gens qui étaient kadhafistes en août, qui ensuite sont révolutionnaires en septembre, et maintenant ils se connaissent. Vous voyez, ils savent qui a fait quoi, à quel moment on a fait défection. Donc tout ça, effectivement, quand vous êtes étranger, vous arrivez, vous ne savez pas trop ce qu'ont fait les gens. Et tout ça, c'est utilisé pour écarter ou pour combattre son adversaire. Donc je dirais que c'est des choses qu'on a vues partout. Simplement là, c'est un concentré. Un concentré en un temps, une durée de temps faible. Et puis, voilà, et plein de nouvelles problématiques peut-être Daesh un petit peu. Mais je dirais que c'est pas... pour ça que je n'ai pas centré l'exposé sur Daesh, parce que pour moi, c'est pas non plus central, quoi. Merci beaucoup, Patrick. C'était passionnant.